Alors, sur scène, nous avons d'abord Amélie Cole. Vous représentez Vertigolab, alors un bureau d'études et de recherche spécialisé en économie de l'environnement, basé à Bordeaux, qui travaille partout. Vous travaillez sur diverses thématiques, dont la préservation des ressources naturelles, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Et vous êtes consultante donc au sein de Vertigolab. Vous travaillez surtout sur des thématiques agricoles et le développement territorial. Et vous avez fait une étude donc pour Interbio sur le potentiel de développement de l'aquaculture bio en Nouvelle-Aquitaine. Alors, à côté de vous, Florence Vivier, vous êtes chargée de mission, formation, installation et accompagnement des entreprises au CRC, donc le comité régional de la conchiliculture d'Arcachon, Aquitaine. Alors, suivant les endroits, on dit conchiliculture ou conchiliculture. Voilà, vous notez le nombre de fois où je dis conchi et conquis, et puis on verra à la fin qui dit quoi. Vous, Romain Perrault, vous êtes chargé de mission économie locale et création d'entreprises donc au CRC Poitou-Charentes, et vous allez nous présenter les points infos donc des CRC et un peu l'évolution sur les dernières années. Fanny Brivoal, donc vous représentez le COREPEM, vous êtes secrétaire générale donc, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire. Vous allez nous présenter le projet Prolirène. C'est une étude sur l'évolution des navires, des entreprises et des générations d'entrepreneurs au Pays de la Loire. Voilà. Ensuite, Isabelle Dauquier, vous êtes déléguée Charente-Maritime donc de l'association CRA, cédant et repreneur d'affaires à La Rochelle. Alain Dréano, vous êtes secrétaire général de CRC Bretagne Sud. On fera un point sur les structures juridiques et les nouvelles formes de transmission. Tout un programme. Et vous, Jean-Loup Velu, vous êtes secrétaire général donc, de la coopération maritime qui regroupe l'ensemble des coopératives maritimes et des filiales. Et nous ferons un point sur les différentes formes de transmission en pêche avec surtout un focus sur la société de pêche artisanale. Merci à tous d'être là. On va commencer donc avec vous. Alors, un micro, ça va aider. Hop. Il y en a un là. Alors, Amélie, vous allez nous présenter un concept sur lequel vous avez travaillé. C'est le concept de la couveuse agricole. Vous allez d'abord nous expliquer ce que c'est et comment on pourrait peut-être imaginer une transposition de ce concept à l'ostréiculture. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors une couveuse agricole ou un espace test agricole, les deux s'utilisent. C'est une structure d'accompagnement en fait un test de la création de projets agricoles dans un cadre juridique sécurisé et matériel également sécurisé sur un site défini et pour une durée définie. C'est un concept qui est relativement récent, mais il existe quand même déjà environ 70 couveuses agricoles en France. Le réseau national Reneta les recense toutes sur son site internet. De manière un peu plus concrète, en fait, une parcelle agricole est mise à disposition d'un porteur de projet pour une durée allant de 1 à 3 ans. En parallèle de cette parcelle agricole, du matériel également lui est mis à disposition, ainsi qu'un accompagnement, à la fois sur des éléments techniques, donc de la formation, des éléments de gestion d'entreprise, et également un accompagnement à l'accès au foncier. Donc, un élément qui est particulièrement intéressant au niveau des couveuses agricoles, c'est qu'elles reposent sur des contrats CAP qui sont proposés par Pôle emploi et qui permettent de sécuriser, de garantir sous certaines conditions les revenus sociaux auxquels avait le droit le porteur de projet. C'est un premier élément. Ensuite, les couveuses agricoles répondent à l'enjeu de transmission et d'installation du monde agricole. Donc le même enjeu sur lequel on reviendra peut-être un petit peu après et qui nous réunit aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en agriculture, pour 3 départs, il y a seulement une seule installation. En 2013, on notait 20% des chefs d'exploitation qui avaient plus de 60 ans en France. Donc c'est un réel enjeu et l'outil de couveuse agricole est un mécanisme qui répond à cet enjeu pour le monde agricole et qui est particulièrement intéressant sur ce point-là. Notamment parce que le parcours de l'installation est particulièrement difficile. On y rencontre de nombreux freins, que ce soit des freins techniques en termes de compétences, de connaissances, des freins financiers, d'accès au foncier. Et ces freins sont particulièrement rencontrés par les porteurs de projets non originaires du monde agricole, donc on appelle hors cadres familiaux. Et c'est en ça que les couveuses agricoles sont particulièrement intéressantes aussi pour cette population-là et qu'elles visent particulièrement cette population-là.
parce qu'elles sont en fait un espèce de maillon entre la fin de la formation et le début de l'installation. Également dans l'agriculture, un autre élément intéressant, c'est que les hors cadres familiaux qui s'installent représentent 30% des personnes s'installant qui ont moins de 40 ans. Donc c'est vraiment une population qui se développe de plus en plus et sur laquelle il est indispensable de s'appuyer pour renouveler la population agricole. Alors, est-ce que donc il y a une idée, enfin une couveuse qui est en création dans le Lot-et-Garonne? C'est ça. Alors nous avons accompagné une communauté de communes en Lot-et-Garonne. On a réalisé une étude de faisabilité et d'opportunité pour une couveuse agricole. Donc on a réuni tous les acteurs locaux autour de la table, donc la collectivité, les agriculteurs, la SAFER, des industries agroalimentaires, pour imaginer un projet de couveuse agricole où la spécificité serait qu'elle serait connectée aux débouchés agroalimentaires du territoire. Parce que étant située dans un contexte rural et avec une présence d'industries agroalimentaires assez forte, notamment bio, avec des besoins en approvisionnement importants et croissants, l'idée était vraiment de créer une couveuse qui soit connectée à ces débouchés agroalimentaires et non pas sur du maraîchage et du circuit court comme ce qu'on peut observer assez souvent. Une autre particularité aussi de cette couveuse est sa structure. Le projet de couveuse, voilà, pour préciser, aujourd'hui c'est entre les mains de la collectivité qui porte le projet. Donc elle est constituée d'un site école, un site vitrine, sur lequel seraient réunis les porteurs de projet ou sur lequel ils seraient formés. Et à ce site école-là seraient connectés différents sites tests, donc des parcelles où les porteurs de projet pourraient tester leur activité. Et ces sites tests en fait seraient si possible, accueillis chez des agriculteurs préparant leur retraite. Comme ça, les porteurs de projets, au bout des 3 ans de test, ils pourraient rester sur le site sur lequel ils se sont implantés. Parce que c'est souvent l'un des freins des couveuses agricoles tels qu'on les observe aujourd'hui, c'est qu'au bout des 3 ans, les porteurs de projets doivent ensuite s'en aller, alors qu'ils ont développé tout leur modèle économique, qu'ils ont créé leur débouché, créé leur réseau, et donc c'est un des freins. Est-ce que vous avez eu à ce jour déjà des premières approches de personnes qui seraient intéressées par ce modèle ? Oui, alors dans le processus de construction de ce projet, on avait des agriculteurs déjà qui étaient intéressés et également les entreprises agroalimentaires. Et ça, c'était un autre élément aussi important, c'est que beaucoup de couveuses agricoles reposent sur des associations. Ce sont des structures qui s'appuient sur des ressources publiques, sur des financements publics, ce qui des fois peut porter préjudice à la pérennité. Et donc là, l'idée était d'avoir un fonctionnement 50-50, public-privé, avec des fonds privés également, donc les industries agroalimentaires qui investiraient dans le projet. En contrepartie, elles garantissaient ainsi leur approvisionnement, puisque les porteurs de projets travaillaient sur des cultures, de l'arboriculture, de la viticulture, différents types de cultures, qui eux pourraient ensuite récupérer pour leur commercialisation. Alors, comment ce modèle pourrait-il être transposé à l'ostréiculture ? Y avez-vous pensé, déjà commencé à travailler dessus ? Je crois que c'est un modèle qui avait été évoqué il y a quelques années. Quelqu'un m'en avait parlé. Monsieur Velu. D'abord à vous, puis après je vous ferai intervenir. Oui, alors aujourd'hui c'est voilà, une idée comme ça qu'on amène, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les enjeux du monde agricole et du monde ostréicole étaient de somme toute assez similaires. Donc cet enjeu de transmission et d'installation et les freins rencontrés étaient les mêmes. Donc on observe un vieillissement de la population. On se rend compte également que les jeunes issus des familles, donc soit d'agriculteurs, soit d'ostréiculteurs, ne suffisent pas à renouveler la génération. Et donc on a besoin d'attirer davantage de monde et de former davantage de monde. Et notamment de les accompagner sur des enjeux d'accès au foncier qui sont assez compliqués. Donc voilà, aujourd'hui on est au stade de l'idée, on en a discuté déjà avec le CRC. Et c'est quelque chose à créer et à débattre. Je pense qu'il faut faire vraiment une étude de faisabilité assez approfondie pour voir comment, sachant que toutes les modalités ne sont pas forcément transposables. Et je veux juste rajouter un dernier élément, c'est qu'au-delà de l'enjeu social ou économique, il y a aussi un enjeu environnemental et écologique. Parce que voilà, l'ostréiculture, tout comme l'agriculture, s'intègre vraiment dans son environnement et fait partie de l'écosystème. Et on entend souvent parler de la dégradation des écosystèmes du type des coraux, des mangroves, avec des chiffres assez alarmants. De 20% des coraux sur la planète ont disparu, 50% pour la mangrove. Mais on oublie que les récifs ostréicoles, c'est 85% à l'échelle de la planète qui ont disparu. Et ça les place en fait à la première place des habitats marins en danger. Voilà, c'est ma... D'accord. Effectivement. Alors, Monsieur Velu, vous me disiez que ce modèle de couveuse ostréicole avait été étudié, non ?
Non, pas tout à fait. Ce que je vous disais, c'est que le mécanisme de couveuse d'entreprise a été mis en place par une loi en 2003, avec un certain nombre un temps de latence mis en place de décrets d'application et de circulaires jusqu'en 2008, et qu'en 2008, la pêche, non pas l'ostréiculture, s'est dit c'est une bonne idée, maintenant que tous les textes sont sortis, on va essayer de transposer ce mécanisme de couveuse d'entreprise au maritime et à la pêche. Donc on a voulu mettre en place des couveuses maritimes. Il y a un groupe de travail qui s'est réuni avec l'ENIM, avec la DAM, Direction des Affaires Maritimes, pour aboutir à une proposition de loi qui aurait pu être portée dans les années 2008-2010, mais qui a buté sur un obstacle majeur. Il fallait modifier le code de la sécurité sociale parce que le marin qui aurait été porté par cette couveuse d'entreprise était régi en fait par le système de l'ENIM. Et donc, les contrats CAP, les fameux contrats CAP, qui sont une excellente chose, ne pouvaient pas être appliqués à des marins portés par l'ENIM. Et il se trouve que donc on a guerroyé en 2010-2012 pour essayer de faire porter cette proposition de loi, cette modification au Code de la sécurité sociale, sans succès pour des tas de raisons, notamment la raison, c'est vous ouvrez le couvercle de la boîte de Pandore, si on touche au Code de la sécurité sociale, il y a un certain nombre d'autres demandes qui vont être faites, etc. Donc ça a été enterré, et depuis, ça n'a pas été remis à l'ordre du jour, même si c'est très dommage. Alors évidemment, aujourd'hui, avec les régimes généraux des retraites qui vont tous bouger, c'est peut-être pas le bon moment, mais en tout cas, c'était une vraie bonne idée. Il y avait sans doute une possibilité à explorer, notamment pour la pêche. Mais je ne peux pas parler pour l'ostréiculture. Peut-être que tu veux dire quelque chose là-dessus. D'accord. Passez-vous le micro, comme ça, si vous voulez intervenir, au contraire. Oui, tout à l'heure, j'aborderai un sujet qui est complémentaire à ça et qui, sous une autre forme, peut permettre d'aboutir dans le domaine ostréicole. Bon, on verra tout à l'heure, je pense. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, sinon, sur les couveuses? Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment en levant la main. D'accord. Oui. Pour ajouter aussi, c'est vrai qu'au CRC Arcachon, on avait eu un projet de mettre en place une pépinière en 2008, mais c'est vrai qu'on avait pas mal de problèmes administratifs plus près, par rapport au portage du foncier. Donc il y avait un problème administratif par rapport au portage. C'est vrai qu'après, la problématique de devoir trouver quelque chose, partir après, ça c'était un obstacle parce qu'on avait envisagé, on n'avait pas envisagé autrement que le jeune, il fallait que le jeune parte au bout de 3 ans, et ça c'est vrai que c'était a priori un gros frein à la mise en place de ces pépinières, donc ça n'a pas vu le jour. D'accord, effectivement, il faudrait imaginer un modèle presque comme à Darwin, justement à Bordeaux, où les jeunes qui créent leur société sont à droite des bâtiments et puissent récupérer des parcelles ou une exploitation juste sur le même site, en fait. Faudrait étudier ça. Merci. Alors, Florence Vivier, vous êtes chargée de mission, donc formation, installation et accompagnement des entreprises au CRC Arcachon-Aquitaine. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos actions au sein de ce CRC en ce qui concerne la reprise et l'installation? Oui, alors je vais faire l'historique un petit peu de l'action. Donc c'est vrai que, comme d'autres bassins de production, depuis les années 70, on a une grosse érosion des surfaces exploitées du nombre de concessionnaires, puisqu'en 70, on était à peu près 1800 hectares exploités avec 1700 concessionnaires. Et puis là, c'est vrai que depuis les années 90, on est autour de effectivement 700 hectares et 400 concessionnaires. Donc une grosse chute, une grosse érosion. Et donc après, aussi un constat d'une population vieillissante. Donc le CRC, dès la fin des années 90, s'est mis en priorité d'accompagner l'installation. Donc ça a commencé en 99 avec la création d'un point info ostréicole. Voilà, c'est une espèce de guichet unique. C'est le point d'entrée pour les candidats à l'installation. Donc le principe, nous, on a choisi de se baser sur un partenariat. Donc c'est sur ce guichet unique, on fait tous les intervenants à l'installation sont présents, donc que ce soit le service culture marine de la DDTM, les centres de formation, la chambre d'agriculture, voilà, à peu près. Donc après, l'objectif, c'est que le jeune qui arrive par ce guichet unique puisse savoir présenter son projet, d'une part, à tous les intervenants, et puis disposer d'une information claire et partagée. Voilà, donc ça c'est création en 99, et puis donc après 2003 le bassin d'Arcachon est frappé par la marée noire du prestige, et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que certaines entreprises sont fragiles,
voilà, que c'est des fragilités qui sont souvent héritées de l'installation. Voilà, donc là, le CRC se positionne sur une nouvelle action voilà, qui vise à essayer d'éviter les mauvaises surprises à l'installation. Donc c'est ce qu'on appelle le diagnostic préalable de l'installation. Donc en fait, c'est un inventaire de l'entreprise que l'on fait donc en présence du cédant, du repreneur, avec le soutien logistique du service culture marine de la DDTM, donc encore un partenariat. Voilà aussi un professionnel tiers qui participe. Et donc là, on fait voilà, le tour des parcs pour s'assurer qu'ils sont bien exploités, l'inventaire du stock, l'inventaire du matériel à terre. Donc c'est un inventaire assez complet de l'entreprise qui permet après de mettre en avant les atouts de l'entreprise, les contraintes, et puis voir comment le projet du jeune va pouvoir aboutir et voilà, se concrétiser aussi peut-être. Oui. Et puis voilà, voir comment effectivement des contraintes de l'entreprise, il va pouvoir les mettre, voilà, les dépasser, mettre en place des choses pour que son projet soit viable et pérenne à long terme. Voilà, donc ça c'est une action qu'on fait donc depuis 2004. Alors c'est vrai que Est-ce que ce diagnostic est aussi une des actions réalisées dans les autres CRC, notamment Bretagne Sud et Poitou-Charentes? Romain, en Poitou-Charentes, alors on vous expliquera que le point info donc, du CRC Poitou-Charentes a été mis en place en début d'année, 1er janvier. Mais est-ce que c'est une des actions? Oui, tout à fait. Alors nous, au niveau du CRC Poitou-Charentes, on a mis en place un service économique donc depuis le 1er janvier 2018. Bon, il faut quand même savoir qu'avant, il y avait un point info installation qui existait par l'intermédiaire d'une convention entre le CRC et la Chambre d'agriculture, mais ce n'était pas un poste à temps plein. Et les élus du CRC au 1er janvier 2018 ont vraiment souhaité remettre la main sur cet enjeu qui est la transmission d'entreprise. Donc nous allons effectivement mener des actions similaires à celles que Florence a pu détailler. Donc bien évidemment, l'idée du point info, c'est d'avoir un guichet unique, une personne ressource qui puisse accompagner de A à Z le porteur de projet. Donc ça va être la mise en place d'outils d'évaluation de l'entreprise, ça va être l'aider à structurer son projet, l'aider dans la réalisation de son plan de production, l'accompagner sur la réalisation d'un prévisionnel financier, et puis faire tout ce qui est recherche de financement et accompagnement du porteur de projet jusqu'à aller s'asseoir avec lui devant le banquier pour essayer donc d'obtenir les financements nécessaires à la réalisation de son projet. D'accord. Et Monsieur Dreno, Alain? Alors, sur Bretagne Sud, on est globalement sur les mêmes logiques, avec toutefois sur notre point info qu'on a arrêté, nous, suite au phénomène de surmortalité depuis 2008. On est en pourparlers pour le relancer à nouveau. Sur notre point info, en plus des partenaires évoqués là, nous avions ajouté la Chambre départementale des notaires, dans la mesure où il y avait des questions d'ordre patrimonial et d'une part et de gestion du foncier privé par ailleurs. Et on avait également le service urbanisme de la DDTM qui était autour de la table pour la bonne articulation des problématiques de foncier privé et public, en plus de la DML. On s'aperçoit que c'est nécessaire d'avoir cette chambre un peu d'écho là et d'accueil des porteurs de projets. Sur la partie diagnostic, on y a longuement réfléchi également. Et pour l'instant, on n'a pas franchi le cap, parce que ça reste une initiative d'ordre privé. Les gens sont volontaires ou pas pour entrer dans ce dispositif. Pour autant, c'est sans doute une des clés pour avoir cette approche globale nécessaire en matière d'installation, de transmission déjà, puisqu'il faut aussi inclure le cédant, et en matière d'installation par ailleurs. D'accord. Je reviens à Florence et Romain. Alors, parmi les pistes d'études aujourd'hui, les outils à mettre en place, vous me disiez au sein des CRC, il y a cette question, enfin tout ce qui tourne autour du foncier. Vous me parliez d'une problématique sur la vision du foncier. Laurent.
Oui, parce qu'effectivement, dans les contraintes qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est vrai qu'après, on n'est pas toujours dans la bonne temporalité. Voilà, il y a des entreprises qui arrêtent leur activité. On n'a pas forcément dans l'immédiat quelqu'un à mettre en face. Et c'est vrai que face à cela, parfois, on a des gestionnaires de l'espace à terre qui souhaitent maximiser l'occupation du territoire et qui n'attendent pas forcément qu'on leur amène un jeune pour qu'il puisse s'installer en ostréiculture. Donc c'est vrai que de ce fait, parfois on a des pertes de vocation ostréicole et c'est des espaces qui partent à d'autres activités et malheureusement qu'on aura qu'on récupérera peut-être pas du tout. Donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu important pour nous à l'heure actuelle. Voilà. Oui, en fait, j'ai sauté un peu une étape, mais c'est vrai que vous avez vu une forte évolution durant ces 15 dernières années dans les pratiques, dans les exploitations, au moins au CRC Arcachon, Aquitaine. Oui, alors ça, c'est vrai que sur les évolutions... Ah oui, alors je vais finir en revenant sur le diagnostic. Je sais pas, la diapo, je ne sais pas si elle s'affiche. Oui, elle est... Non, c'était juste pour illustrer la diapo que j'ai faite, c'était pour mettre en avant effectivement le fait que on avait quand même un dynamisme quand même assez important sur Arcachon avec en moyenne 10 installations par an. Alors voilà, sur la démarche volontaire de faire le diagnostic, on a quand même 80% des jeunes qui s'installent, qui font le choix d'être accompagnés et de bénéficier de l'accompagnement et du diagnostic. Voilà, donc, parce que finalement, c'est vrai qu'au fil des années, c'est quand même un service d'accompagnement qui s'est systématisé, notamment pour les reprises d'orchidées familiales, parce que nous, on a beaucoup de reprises d'orchidées familiales, à peu près 50%. Et c'est vrai qu'après, tous les partenaires, notamment les partenaires financiers, demandent cet accompagnement. Donc c'est vrai qu'après, c'est un peu rentré dans le... c'est un circuit qui est conseillé pour permettre d'assurer la réussite du projet. Voilà, juste pour dire pourquoi j'avais fait cette diapo. D'accord. Voilà. Et après, oui, sur les évolutions, c'est vrai que depuis à peu près 10 ans, on a le développement de la vente en remise directe sur le site de l'exploitation, avec notamment les dégustations. Donc après, ça c'est un atout pour les jeunes qui s'installent, ça permet de bien valoriser le produit. Mais ça a aussi un inconvénient parce qu'après, voilà, les cédants, quand ils partent en retraite et qu'ils savent avoir un espace à terre bien situé avec du potentiel, ils vont vouloir souvent le valoriser. Donc après, ça crée des problématiques parce qu'on a une flambée des prix. Voilà, donc c'est vrai qu'après, nous, au CRC, c'est vrai qu'avec ce diagnostic, on tend à conseiller le cédant et le repreneur par rapport à des fourchettes de prix à respecter parce qu'on a la chance d'avoir une commission des cultures marines qui est sur la ligne de dire il faut limiter l'inflation, permettre à des jeunes de s'installer toujours. Donc il y a une commission composée de professionnels qui veille à maintenir les prix, mais c'est vrai qu'après, après il y en a qui contournent et qui font l'enjeu c'est effectivement de maintenir des prix qui permettent l'installation. D'accord, c'est une vraie aide. On parlait d'Argus tout à l'heure, mais finalement il y en a un, quoi. Chez nous, oui, il y a une fourchette. Après, tout n'est pas dans la fourchette. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc sur le foncier, on en reparlera sans doute. Mais il y a une vraie question quand même. Vous me disiez une question et une importance de parler avec le gestionnaire du domaine public maritime pour avoir une vision aussi sur les années à venir, sur les parcelles qui pourraient être valorisées après en ostréiculture. Oui, puis c'est vrai qu'après nous, c'est un outil qu'il faudrait qu'on développe aussi au CRC. On manque de vision. On n'anticipe pas vraiment les départs. On connaît mal les entreprises qui vont céder dans les 5 ans. Parce que c'est vrai que ça demande un travail important d'enquête. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une piste d'étude. Ouais. Si ça vous intéresse, posez des questions, si vous voulez qu'on creuse sur ce sujet-là. Sinon, je passe à Romain. Donc Romain Perrault, on a dit le point info du CRC Poitou-Charentes a été créé le 1er janvier 2018. Donc ça répond aux problématiques qu'on vient d'évoquer. Quelles sont les actions mises en place aujourd'hui et les projets que vous voulez développer ? Alors, au-delà de la partie accompagnement pur des porteurs de projets,
Avant de pouvoir les accompagner, nos porteurs de projets, il faut en trouver. Aujourd'hui, au niveau donc, du CRC Charente-Maritime, on a changé de nom très récemment, globalement, on a une quarantaine de professionnels qui chaque année sortent de la profession. Et les meilleures années, on installe 25 jeunes, hein, à peu près. Donc on est sur un solde de l'ordre de moins 10 à moins 15 par an. Aujourd'hui, on ambitionne, dans les années à venir, à être un solde nul, et donc ce qui nous permettrait donc de maintenir le tissu conquilicole tel qu'il existe actuellement. Donc pour cela, plusieurs axes de travail. D'abord, travailler sur les très jeunes, donc avec des interventions dans les collèges, lycées. Donc ça, c'est des actions qu'on va mettre en place. Va y avoir également une vraie stratégie de communication, parce qu'on sait que maintenant, les nouvelles générations, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram. Donc il faut vraiment aller les chercher chez eux et essayer de valoriser la filière. Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer de travailler avec les différents organismes de formation. Travailler également sur des moins jeunes et donc repreneurs potentiels. Et donc là, on a commencé à élaborer des partenariats avec certains organismes acteurs de l'emploi, tels que Pôle emploi, tels que des cabinets de reclassement, qui sont susceptibles d'accompagner des cadres qui effectivement ne trouvent plus vraiment de sens à leur travail et souhaitent entamer une reconversion professionnelle. C'est un peu la caricature, hein, du cadre parisien qui souhaite faire du maraîchage bio ou de l'élevage dans le Larzac. Nous, on se dit pourquoi pas devenir conquiliculteur. Oui, exactement, on en parlait tout à l'heure. Ça pourrait vraiment être une piste pour des personnes en reconversion. Du coup, donc, cette problématique finalement qui est liée à l'attractivité du métier, vous êtes en train de travailler dessus pour trouver des nouvelles pistes ? Oui. Alors, il y a une stratégie de communication qui va être mise en place. Les différents partenaires vont être réunis. On va essayer de travailler avec eux. Voilà, ça me paraît important. Pour nous, au niveau de la profession, c'est vraiment un enjeu extrêmement fort, dans la mesure où si on prend aujourd'hui les dirigeants de 55 ans et plus, c'est 30% de nos adhérents, donc sur le gros millier d'entreprises qu'on a. Et si on descend le curseur à 50 ans et plus, c'est quasiment la moitié de nos adhérents. Voilà. Donc on va également travailler sur ces dirigeants d'entreprises qui ont 50, 55 ans, leur proposer des séances de sensibilisation à la transmission d'entreprise, hein, parce qu'on a vu qu'une transmission d'entreprise, ça se prépare, et bien souvent les dirigeants sont un peu négligents à ce niveau-là. Donc là, il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Et puis également sur la partie transmission, ce qu'on compte faire, c'est aller les voir individuellement, de façon à faire un point avec eux et à identifier si pour certains une reprise familiale est possible, et auquel cas on aura un niveau de surveillance un petit peu moindre. Pour d'autres, si la transmission familiale n'est pas possible, est-ce qu'on a identifié des salariés qui dans les années à venir sont susceptibles de reprendre, et auquel cas on les accompagnera dans ce sens. Et puis va se poser la question de la troisième catégorie, où là il n'y a non seulement pas de transmission familiale possible, pas de salariés, et donc là il va falloir qu'on se tourne sur de la recherche de tierces personnes, donc avec un accompagnement pour le coup qui sera renforcé. Parmi les jeunes des lycées du département, il y a peut-être qui veulent nous parler de leur motivation pour ces métiers-là, ou ce qui rend pour eux le métier attractif, ou ce sur quoi on devrait communiquer. Bon, je vous laisse réfléchir, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. On va passer sinon à Fanny Brivoal. Donc vous êtes secrétaire générale de Corepem, comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire. Ah ben voilà.
C'est parfait. Vous allez nous présenter donc le projet ProLiren. Donc c'est une étude sur l'évolution des navires, des entreprises et des générations d'entrepreneurs en Pays de la Loire. Et donc vous avez réalisé une sorte d'état des lieux au niveau de la pêche. Alors. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc effectivement, comme ça vient d'être dit, on s'est lancé dans un projet qui traite plein de sujets. Finalement, il y a plein de problématiques à l'intérieur de ce projet, puisqu'on a la question du renouvellement des navires, des entreprises, des générations de marins-pêcheurs. Et on l'a construit autour d'un partenariat important pour essayer de vraiment s'entourer de l'ensemble des acteurs de la filière qui interviennent à un moment ou à un autre sur ces problématiques-là. Donc évidemment les organisations de producteurs, les organismes de gestion et la banque. Donc, vous avez l'ensemble du partenariat qui est présenté ici. Donc je pense que par rapport à ce qui a été dit précédemment, on est en amont en fait, puisqu'on est vraiment dans le diagnostic. On essaie de poser un diagnostic, avoir une idée un peu précise de la situation et des enjeux, avant de pouvoir déployer des actions comme celles qui viennent d'être évoquées aujourd'hui. Donc la situation, c'est celle-ci, hein, c'est une érosion de la flotte en Pays de la Loire qui est assez constante depuis plusieurs années. Là, on part de 2012, mais je pense qu'on remonterait plus loin, on serait dans la même situation. Donc avec moins 12% de navires en 6 ans, et une population de marins-pêcheurs de la même manière qui est vieillissante. Et notamment des patrons de pêche dont l'âge moyen est autour de 40 ans aujourd'hui, avec un départ à la retraite à la pêche qui se fait à 55 ans, un âge légal de la retraite à 55 ans. Donc en gros, on a une population de marins-pêcheurs vieillissante, des navires qui sont vieillissants également, et une flottille qui diminue régulièrement. Donc simplement pour vous illustrer la façon dont on a construit le projet, on a cherché d'une part à regarder sur les 5 dernières années des statistiques, simplement des situations de cession-acquisition en région, puisqu'on s'est vraiment attaché à regarder l'ensemble du processus de transmission, effectivement de regarder évidemment l'installation, mais aussi la cession des entreprises. Et en parallèle de ces travaux sur les données, le traitement et l'analyse de ces données, des enquêtes qui ont été menées auprès des armateurs de la région. Donc on a fait une 40aine d'enquêtes à peu près. Alors, est-ce que vous avez dégagé certaines tendances déjà, certaines idées, certains freins aussi qui expliquent ce problème de transmission? Oui, effectivement, on a rencontré ces armateurs pour vraiment essayer de faire le tour des problématiques qu'ils rencontraient. Et il y a différents sujets qui ont été évoqués. Alors là, j'ai fait la liste de tout ce qui est rencontré. Les marins, les patrons pêcheurs, les armateurs nous ont beaucoup parlé de problématiques d'équipage, donc toutes ces questions liées à l'attractivité des métiers. Comment est-ce qu'on attire des jeunes à la pêche, et puis une fois qu'on les a attirés, comment est-ce qu'on les garde à la pêche. Il y a également toute la question des droits à produire, de l'accès à la ressource qui est ressortie régulièrement. Beaucoup de sujets autour de la sécurité et des contraintes de sécurité quand des navires passent d'une région à l'autre, tous les enjeux réglementaires autour de ces passages de navires. Et également un manque, enfin nous on a noté un manque de projection des armateurs sur leur modèle économique finalement. C'était évoqué au tout début du colloque là. Finalement on a un pêcheur qui achète un outil de production, et de l'autre côté, un pêcheur qui vend une entreprise. Donc ils n'ont pas toujours les solutions pour se comprendre, puisqu'on n'a pas une valorisation de l'entreprise comme on pourrait l'avoir dans des situations classiques à terre. Donc voilà, on a essayé de lister tous ces sujets-là. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est que globalement, il n'y a pas de thématique qui paraît prioritaire pour une flottille ou une autre. Elles sont vraiment toutes dépendantes les unes des autres. Et on sent vraiment un besoin d'accompagnement sur l'ensemble du parcours. Donc on réfléchit effectivement à ces questions de couveuse, de guichet unique, etc. Et simplement... je sais pas ça. Oui, il y a quand même un vrai enjeu, hein, parce que d'ici 5 ans, vous disiez à peu près 30% de la flotte devrait être renouvelée, donc il y a un vrai enjeu. Une des solutions, donc vous dites un guichet unique. On va parler avec Monsieur Velu d'un modèle proposé. Et après,
donc des vrais verrous réglementaires. Oui, ce qu'on imagine pour l'instant, c'est vraiment de regarder l'ensemble de ces thématiques et de pouvoir fournir aux professionnels et aux armateurs des éléments de positionnement, de situation par rapport à leur projet. De leur signaler qu'un projet d'acquisition ou de cession, ça se prépare, ça se construit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et qu'il y a tout un tas de verrous à passer qu'on a identifiés et qu'il faut pouvoir passer avec eux et les aider à passer au fur et à mesure de l'avancée du projet. D'accord. Alors, une des actions aussi que vous mettez... que vous présentez, c'est la construction d'un guide d'accompagnement des armateurs pour l'acquisition et pour la cession des navires. Alors, vous dites c'est important que les personnes qui veulent reprendre une affaire fassent leur chemin. Mais il y a cette notion de travail quand même à réaliser. Mais vous mettez quand même en avant le fait qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de guichet unique, quelque chose qui leur facilite quand même le travail, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, quoi. Et c'est un peu quelque chose qui se recoupe par rapport à l'ostréiculture et la pêche. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas de faire à leur place évidemment, mais déjà qu'ils puissent avoir en tête de manière assez simple toutes les cases à cocher finalement. Oui, voilà, et dans quel ordre il faut les cocher, et aussi d'avoir... on a aussi l'ambition de pouvoir leur fournir des espèces de cas d'études un peu type en fonction des métiers, des flottilles, pour qu'ils puissent situer leur projet dans ce qui se passe ailleurs dans la région et dans le golfe de Gascogne plus globalement. Je veux avoir acheté un filayeur à sol de moins de 12 mètres. Comment se situent mes collègues dans cette flottille-là? Comment fonctionne l'investissement sur ce type de bateau, et de leur fournir des éléments de projection à moyen terme au moins, sur 10-15 ans, pour les aider à monter leur projet. Alors, ce travail, est-ce qu'on peut imaginer que les régions pourraient s'y associer, ou d'autres... En Pays de la Loire, la région est plus qu'associée, puisqu'ils financent le projet et ils sont partenaires également au quotidien. D'accord. Et pour ce guide d'accompagnement, ce serait vous qui metteriez ça en place, ou... C'est ce que je disais au début, on est vraiment autour d'un partenariat. Nous, comité des pêches seul, on ne fera rien. Donc l'idée, c'est vraiment on parle beaucoup du guide d'accompagnement en ce moment, mais c'est vraiment d'avoir une photo de l'ensemble des enjeux pour vraiment avoir une liste d'actions qui s'accompagnent et pouvoir les prioriser. D'accord. Parce qu'il y a plein de choses à faire, on l'entend bien, sur l'attractivité. On peut aller voir les pôles emploi, les forums des métiers. Il y a des milliers d'actions qui sont menables sur ces questions. Au niveau de l'information, en ce qui concerne les navires à reprendre dans les années à venir, est-ce qu'elle est présente, cette information? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est accessible, surtout à ceux qui voudraient reprendre un navire ou une affaire? Est-ce qu'on pourrait imaginer un bon coin du navire, ou quelque chose qui permette une sorte de plateforme finalement sur laquelle il y ait les différents types d'entreprises, d'affaires à reprendre? Une plateforme, je ne sais pas. Après, amener un peu plus d'informations, un peu plus de transparence, effectivement, ça ne pourrait pas faire de mal. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché unique. Le marché du navire d'occasion, il est extrêmement lié notamment aux accès à la ressource qui sont associés à ce navire, mais qui n'ont pas de valeur officielle. Donc, du coup, c'est des choses qui se passent plutôt sur les quais, entre marins. Parce qu'en plus chaque pêcheur veut son bateau. Il y a aussi un peu comme nous quand on achète une voiture qui nous a tapé à l'œil. Il y a ce côté, ça va être son outil de production, son outil de travail. Donc il y a aussi un coup de cœur souvent pour un bateau. Donc le marché des navires d'occasion, nous on avait prévu de contacter des courtiers dans le cadre de ce projet. Je pense qu'on va le faire. Aujourd'hui il est pas grand public, il n'est pas ouvert. Et surtout aussi je pense que les futurs cédants ont malheureusement fâcheusement tendance à céder au dernier moment finalement. Ils n'anticipent pas forcément. Donc D'accord. Quelques pistes de réflexion. Oui, une question. Hop. Heureusement que vous êtes là. Non, je voudrais parler au nom d'un jeune, un ancien élève qui m'a contacté il y a 2 semaines de ça à peu près,
qui travaille depuis 10 ans comme salarié dans une entreprise ostréicole et qui, tout d'un coup, bien sûr, c'est normal, au bout de 10 ans d'expérience, à l'âge un peu plus de 30 ans, avec une petite fille, une maison, une femme, il a envie de créer, il se sent prêt maintenant à reprendre une entreprise. Donc il a pris contact avec une entreprise dont les personnes veulent partir à la retraite et sont prêts effectivement à lui céder leur bébé, parce que c'est vraiment ça, hein, il y a quand même de l'affectif là-dedans. Donc il me contacte, moi, ancienne prof, pour me demander ce que j'en pense et comment il doit faire. Donc j'étais quand même un peu embarrassée, parce que c'est quand même compliqué. Donc je lui ai dit d'aller vers la CRC de la région pour avoir une réponse à ces questions. Mais ça peut être aussi un cas concret là pour aujourd'hui. Concrètement, ce jeune, il travaille dans une entreprise, mais c'est pas cette entreprise qu'il veut reprendre pour la retraite, c'en est une autre. Donc il voudrait avoir une phase où il travaille dans l'entreprise qu'il veut reprendre pour mieux la connaître et voir ses capacités de rentabilité, puis voir s'il peut l'assumer. Comment lui peut-il, est-ce qu'il doit démissionner de son poste actuel, mais les autres, enfin ceux qui vont passer à la retraite ne peuvent pas l'embaucher comme salarié avec toutes les charges qu'il y a derrière. Est-ce qu'il existe des possibilités pour ce jeune pour que ce projet se concrétise, quoi. Voilà, c'est un cas concret. Alors, je ne sais pas qui va pouvoir nous répondre. Oui, monsieur ? Non, c'est une autre question. Je peux peut-être essayer de vous répondre d'une manière un peu générale. C'est évident qu'effectivement, il est sans doute pas souhaitable qu'il donne sa démission sans savoir où il va. Et concrètement, justement, il est important qu'il analyse en fait le dossier du cédant, de la société qu'il va reprendre. Et pour ça, effectivement, il existe des structures comme le CRC, mais comme le CRA dont moi je m'occupe aussi, qui peuvent en fait l'accompagner dans cette démarche. C'est-à-dire que normalement, il doit pouvoir avoir tous les éléments effectivement à sa disposition, pouvoir discuter avec le cédant pour qu'il puisse se mettre d'accord en fait en amont. C'est des schémas qu'on voit de manière très fréquente, hein. Donc évidemment ça prend un petit peu de temps sur en fait ses temps de loisirs pour analyser tous ces éléments-là, pour travailler en parallèle sur le financement et ainsi de suite, pour se mettre d'accord aussi sur une valorisation. Mais tout ça, c'est des choses qu'il doit pouvoir faire en parallèle, bien sûr. Il ne faut certainement pas lui conseiller de donner sa démission. Qui lui a pu bénéficier, enfin, je ne sais pas comment, c'est peut-être le contrat dont vous parliez tout à l'heure, TAP, je ne sais pas. Il était, il s'est retrouvé sans emploi, et du coup, il a repris une entreprise en étant sans emploi, et il a pu continuer à toucher ses allocations de chômage pendant quelques temps, ce qui lui a permis, effectivement, de commencer à travailler. Au début, on n'a pas de trésorerie, et de lancer son entreprise qui maintenant marche très bien. Donc est-ce que ça existe toujours ? Est-ce que c'est possible ? Alors oui, bien sûr, ça c'est une autre approche, mais avec les risques effectivement que finalement ça ne débouche pas et qu'à terme il se retrouve dans une situation en fait précaire. Mais de toute façon, il aura en fait des aides, donc bien sûr pour une première entreprise, et puis aussi bien en ce qui concerne le financement et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est effectivement qu'il fasse ce travail. Enfin, moi, à titre personnel, ce serait mon fils, je lui conseillerais de faire en fait les deux choses en parallèle, même si effectivement la possibilité que vous évoquez existe, mais avec le risque aussi, surtout s'il est bien dans l'entreprise où il est aujourd'hui. Alors, on a vu... Oui, peut-être pour compléter sur la question. Enfin, c'est vrai qu'une fois où il aura effectivement analysé le projet, là, nous, sur Arcachon, on utilise pas mal un dispositif qui permet d'avoir un temps de travail avec le cédant. Alors, avant, c'était le parrainage, mais bon, et maintenant, c'est vrai qu'on passe par le biais de Pôle emploi qui permet de donner un cadre pour qu'il y ait une période de travail commune avec le cédant, qui n'est pas très longue, mais c'est vrai qu'après, c'est jusqu'à 18 mois. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est bien de pouvoir effectivement travailler avec le cédant pour... ouais. Et voilà, donc il y a ce dispositif-là. Puis c'est vrai qu'après, sur le maintien des droits chômage, ça, c'est vrai qu'on l'utilise, enfin, quand c'est des demandeurs d'emploi, l'installation.
c'est vrai que c'est un bon coup de pouce en termes de trésorerie de pouvoir toucher. Enfin, nous, sur Arcachon, c'est versement du reliquat des droits chômage, enfin 50% du droit à chômage à l'installation. Et c'est vrai que ça constitue une trésorerie à l'installation qui est précieuse, d'autant que nous n'avons plus de dotation jeunes agriculteurs. Donc ça, c'est vrai que on pense un peu. Est-ce que mais ils ont plus en 17. Est-ce que c'est un dispositif qui existe dans le 17 ? Oui, en fait, c'est un dispositif qui est relatif au droit Pôle emploi, donc c'est un dispositif qui est en vigueur au niveau national. Donc effectivement, Madame soulignait qu'il n'y a plus de DGA. Nous, par contre, sur le département de la Charente-Maritime, pour pallier justement à la suppression des DGA attribués aux aquaculteurs, le département de la Charente-Maritime donc, a mis en place un dispositif d'aide qui est une subvention forfaitaire donc, de 10 000 € pour toute première installation en aquaculture. Donc, on a travaillé avec le département sur ce sujet-là et donc l'issue a été favorable. Et c'est vrai que c'est un vrai coup de pouce pour conforter la trésorerie de départ. Alors, on en parlera cet après-midi de cette subvention. Malheureusement, Jean-Pierre Talieu, donc, qui représente le département, ne sera pas là, mais j'essaierai de vous la présenter. Est-ce que c'était pour rebondir à ça ? Oui, tenez. Absolument. Bonjour à tous. Charlotte Nomé, sous-directrice à la région Nouvelle-Aquitaine. Je me fais la réflexion la suivante à l'instant en entendant les intervenants, qu'on aurait tous les bassins, bien sûr. Donc du coup, tous les bassins sont concernés par ce problème de transmission, de recherche de cédants, de création d'entreprises et d'installation. Et je m'interroge sur la chose suivante. Ne pourrions-nous pas améliorer encore le pourcentage d'installation et la façon dont on s'installe si on avait un endroit où on partageait l'information des cédants dans les différents bassins versants ? On est aujourd'hui dans une réunion Aglia, donc les différentes régions sont représentées. Est-ce qu'on pourrait améliorer les choses en partageant l'information dans un lieu, pourquoi pas avec une aide de l'Aglia, pour qu'effectivement un ostréiculteur qui cherche puisse avoir une information partagée ou que les échanges d'informations soient plus fluides, de façon à ce que ce que vous avez décrit puisse être amélioré en mutualisant l'information sur qui s'en va, qui sont les cédants, qui veut s'installer dans un lieu, pourquoi pas de l'Aglia. Et là, je me tourne vers la présidente de l'Aglia ou vers les différents intervenants. Oui, José Junot, comité régional des pêcheurs et des élevages marins Pays de Loire. Pour rebondir sur Prolirène, je pense qu'il y a un chiffre, on aura beau essayer de définir les millions de projets, trouver des guichets, trouver des solutions, etc. Il n'y a que 25 navires sur 163 qui concentrent 90% des quotas. Donc c'est que 25 navires qui sont potentiellement intéressants à acquérir ou à céder. Qu'est-ce qu'on fait des 140 autres ? Je pense que la question, elle est là. Et j'aurais tendance à dire, même pour être volontairement provocateur, que c'est très facile de résoudre le cas de ces 25 navires, c'est-à-dire qu'un pourcentage relativement infime, qu'est-ce qu'on fait des 140 autres qui, eux, sont exactement dans la même situation, c'est-à-dire c'est des gens qui arrivent à l'âge de la retraite, c'est des gens qui sont très mal dotés, et c'est des gens qui ont des navires dont la moyenne d'âge n'échappe pas au restant de la flottille, c'est-à-dire 27-28 ans. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème... Alors, soit on répond, soit est-ce qu'on finit sur le thème juste précédent ? Vous vouliez intervenir peut-être ? Ça va être très rapide parce que c'est des choses dont j'avais prévu de parler demain en guise de conclusion, mais effectivement, juste pour information, au sein de la GLIA, on a organisé 2 demi-journées de travail sur la pêche et sur la conchyliculture. Et c'est vrai que sur la conchyliculture, on a mis en avant, c'est pas une surprise, la thématique transmission, installation, attractivité des métiers. Et on a aussi mis le doigt sur l'intérêt de faire travailler la GLIA
sur les méthodes et outils d'acquisition de connaissances, en particulier sur les dossiers, sur les données socio-économiques de la filière, d'entendre les témoignages, l'objet de nos échanges. C'est vrai que ça paraît aussi pertinent de pouvoir avoir un état des lieux partagé à l'échelle de nos 3 régions de toutes ces informations-là, et non pas finalement de les cantonner à un bassin ou à une région spécifique. Donc je pense que c'est dans la lignée de ce qu'on a pu se dire à la demi-journée de travail sur la conchyliculture, de pouvoir travailler sur la collecte et le partage de connaissances. Ça va dans le sens de ce qu'on devrait enclencher. Merci Claire Hugues. Donc vous êtes présidente de la GLIA. Monsieur Dreano voulait rebondir là-dessus aussi. Oui, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, effectivement, on partage tous les mêmes sujets, on y répond tous avec notre caisse à outils plus ou moins bien. Toutefois, les comités régionaux de la conchyliculture et le comité national de la conchyliculture ont en charge, notamment au niveau national, de tenir le répertoire, le registre des entreprises conchylicoles, qui n'est pas encore effectif malheureusement, mais on pourrait, sur cette base-là, animer à l'échelle de chaque CRC, puisque c'est aussi dans nos missions, que d'animer le répertoire départ-installation. Ce qui est une préfiguration de ce que font les collègues dans les autres régions. On a aujourd'hui l'appareillage administratif et réglementaire qui nous missionne et qui nous permet de le faire. Il manque, indépendamment de la volonté politique, il manque l'appareillage technique permettant de mettre tout ça en musique. Et je pense que l'initiative qui pourrait être portée par la GLIA au travers de 3 régions peut être un bon catalyseur pour essaimer et donner le bon sens en la matière. Mais une des difficultés en la matière n'est pas seulement de partager les bonnes pratiques, c'est déjà de bien poser les choses, parce que dans la reprise en matière de conchyliculture ou conchyliculture, on doit articuler 2 dimensions et qui provoque souvent un hiatus non négligeable. Premier élément, c'est que réglementairement, pour accéder au domaine public maritime, il faut avoir la capacité professionnelle. Cette capacité professionnelle donne un droit d'accès à devenir concessionnaire. Ça, c'est le premier point. Mais une fois qu'on est concessionnaire, on n'est pas forcément chef d'entreprise. Ce qui fait que, si on prend le CRC en Bretagne Sud, nous avons 730 concessionnaires, on a 430 entreprises, puisqu'on peut avoir plusieurs concessionnaires qui se mettent ensemble pour faire une entreprise. Pour autant, les financeurs qui sont dans la salle, et au plan économique, c'est bien les entreprises qui sont à installer. Ce ne sont pas les concessionnaires. Donc, il faut donc que dans le parcours de formation, outre l'obligation réglementaire d'accéder au domaine public maritime qui est codé et qui est réglementairement nécessaire, qu'un parcours initiatique fléché, il y ait également, et que l'on intègre bien, toute la dimension de la gestion d'entreprise. Et qu'on aille bien au-delà de strictement le statut d'accéder au domaine public maritime, mais de devenir responsable d'entreprise. Donc une fois que ça c'est fait, avec tout ce que ça comporte, d'approcher l'entreprise dans toutes ses dimensions, ça a été évoqué, l'existant, est-ce que c'est une entreprise que l'on reprend dans le cadre familial ou pas, ou est-ce que c'est une entreprise que l'on reprend à un tiers? Si c'est dans le cadre familial, on a tendance à raisonner avec l'abdomen, et non pas avec la tête, que ce soit le cédant ou le repreneur. Donc on est sur beaucoup d'affectifs. Donc il faut donc avoir une approche très, très globale des choses et ne pas sous-estimer ce double approche là, ou mésestimer cette double approche de concessionnaire d'un côté, avec un caractère réglementaire qui dit qu'on doit avoir la capacité professionnelle, et pour autant, même si on a la capacité professionnelle, c'est pas cette personne-là en tant que telle
qui sera la personne gestionnaire de l'entreprise. Donc, il faut donc qu'on avance sur cette double regard, et les répertoires dont je parlais tout à l'heure sont nécessaires en la matière pour pouvoir passer de l'un à l'autre et de pouvoir identifier le qui fait quoi en la matière et qu'est-ce que l'on transmet et quels sont les concessionnaires qui constituent l'entreprise au plan économique. Donc, sans rentrer trop dans la technique, c'est quand même déterminant pour organiser la reprise. D'accord. On a des questions? Non? Alors, on reviendra un petit peu à vous. D'abord, Isabelle Dauquier, donc vous êtes déléguée Charente-Maritime de l'association CRA, cédant et repreneur d'affaires à La Rochelle. Donc, c'est une association qui intervient pour accompagner les entreprises qui veulent céder et ceux qui veulent reprendre. Vous êtes présent, donc CRA est présente sur tout le territoire. Avec 220 délégués, quelque chose comme ça. Délégués, oui, voilà. Ça, oui. Et donc, en gros, votre domaine d'intervention, c'est cette mise en relation, la validation des profils et l'accompagnement durant la phase de négociation. Vous n'êtes pas spécialisé, évidemment, en pêche et en conchyliculture, mais vous menez, enfin, vous êtes potentiellement, vous pouvez être amené à étudier des dossiers. Oui, et ce que je trouve intéressant, c'était vraiment intéressant de vous écouter tous, parce qu'effectivement, je pense que les problèmes, quel que soit le secteur d'activité, on retrouve toujours les mêmes problèmes. Et effectivement, en amont, ce qui est très important de dire, c'est qu'une cession en fait, d'entreprise, ça se prépare. Il ne faut pas l'improviser. Et la préparer, ça veut dire voir tous les aspects en fait, fiscaux de la transmission, la valorisation du patrimoine, la valorisation de l'entreprise, le profil idéal qu'on cherche, mais aussi faire toute cette phase de diagnostic, entre guillemets, de l'entreprise, de manière à la mettre en ordre de marche pour qu'elle soit vendable, parce que comme le disait très justement le monsieur au fond, il arrive que les sociétés en fait ne soient pas vendables, et donc il faut absolument y préparer toute cette phase-là. Donc là, nous, juste pour revenir un petit peu sur le CRA c'est effectivement 220 en fait, bénévoles, tous anciens chefs d'entreprise, qui ont donc l'expérience et du rachat et de la transmission, et qui donc veulent, bénévolement encore une fois, essayer de en fait, transmettre leur savoir de la transmission et du rachat. Et effectivement, c'est un accompagnement, on se rend compte qu'il est vraiment en fait, nécessaire autant pour les cédants que pour les repreneurs. Donc pour les repreneurs, là, comme il a été dit, on a effectivement beaucoup de profils de repreneurs qui sont plus des cadres has-been qui sont mis au rebut, mais plutôt des jeunes qui ont envie de bouger, de changer, qui ont un vrai en fait, profil, en fait, projet de vie, qui sont souvent, très souvent axés sur le développement durable, sur les valeurs éthiques en fait, du travail, qui ne cherchent pas uniquement à faire du profit. Et donc, c'est effectivement des profils qui peuvent être intéressants pour lesquels il faut vous poser la question, parce qu'il ne faut pas avoir d'a priori. On a aussi parfois un petit peu des a priori sur la façon dont on souhaite que son entreprise soit transmise. Et donc, ces cédants, ces repreneurs, on les accompagne nous aussi en faisant de la formation. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a la formation à la gestion, mais il y a aussi la formation à la transmission. Parce que racheter une entreprise, ce n'est pas si évident que ça. Donc, aussi bien d'ailleurs pour les cédants que pour les repreneurs, le CRA leur propose une formation qui permet de les accompagner dans toutes les phases. La phase du diagnostic, de l'évaluation de la société, du business plan, comment bien présenter son entreprise aux banques, comment trouver des financements. Toute cette partie-là, on forme les gens, mais de toute façon, on les accompagne. De manière à ce que les dossiers en fait aboutissent. On a également d'ailleurs un certain nombre d'experts qui sont des partenaires. Il y a des banques, il y a des experts comptables, il y a des juristes, c'est important. Et donc, mais là, donc tout ça se fait avec une volonté de bienveillance, de médiation, d'accompagnement, parce qu'on se rend compte que bien souvent, je ne sais plus qui l'évoquait tout à l'heure, c'était l'intervenant qui racontait, et c'est vrai que la façon
dont il a cédé son entreprise était exemplaire. Mais c'est vrai que bien souvent, il y a un peu de mauvaise volonté des uns ou des autres. Il y a des malentendus qui font que les choses, en fait, n'avancent pas. Et c'est vrai qu'avoir un accompagnement, ça peut être utile. Juste une dernière chose, je ne voudrais pas être trop longue, pour réagir par rapport à ce que vous évoquiez en termes de partage des informations. Voilà, le CRA, on a une plateforme, nous, CRA, en fait, .fr, .com, je ne sais pas trop. Et en fait, justement, on publie toutes les entreprises de nos adhérents qui sont ACD, tous les profils des repreneurs en fait, potentiels. Bien sûr, je précise, en toute confidentialité, ça, nous, on fait très, très attention à ça. Hein. Il y a des engagements de confidentialité qui sont demandés. Et donc, tout ça, ça permet effectivement d'avoir une vision un peu de l'offre du marché. Donc, encore une fois, c'est tout secteur confondu, mais je vous encourage vivement à le faire, parce qu'effectivement, c'est un point très, très important de pouvoir faire cette relation, cette mise en relation, qui est souvent un peu obscure, qui est parfois faite effectivement par des cabinets de patrimoine, des choses comme ça. Bon, c'est un peu parfois, il faut faire très attention. Et donc là, le faire en toute transparence, je pense que c'est important, c'est une vraie valeur ajoutée. Le Tinder de la reprise et de la transmission d'entreprise dans la pêche et la conquiliculture. Voilà, c'est une piste. Merci beaucoup. Du coup, on revient. Je vais peut-être passer à Monsieur Velu, enfin, vous avez un petit peu avancé en fait sur votre présentation, donc je reviendrai un peu sur vous après. Si vous voulez bien. Alors, du coup, Jean-Loup Velu, vous êtes secrétaire général donc, à la coopération maritime qui regroupe l'ensemble des coopératives maritimes et les filiales. Et aujourd'hui, on va faire un focus justement sur la société de pêche artisanale parce que pour vous, c'est un des statuts qui pourrait, qui est ancien, mais qui a sa modernité aussi. Hein. Oui, merci de me passer la parole sur ce point parce qu'effectivement, cette notion de société de pêche artisanale est mal connue et donc c'est une bonne occasion de la faire mieux connaître. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que disait tout à l'heure Lionel Andrès à propos des armements coopératifs, puisque je dirais que historiquement c'est le même mouvement coopératif qui a lancé il y a 120 ans les premières structures coopératives, d'ailleurs dans un contexte de crise, pour affronter les crises en Bretagne en 1895, déjà à l'époque. Le mouvement coopératif a pris en charge cette conception coopérative de la pêche. Les armements coopératifs que citait tout à l'heure Lionel Andrès sont un très bon exemple. Ils sont actuellement parmi les acteurs les plus importants du renouvellement de la flottille. Évidemment, il y a la Vendée avec la cave, il y a la Cotinière, il y a en Normandie avec Copéport et puis toute la logique de Port-en-Bessin, à Boulogne, etc. Vous avez sur l'ensemble du littoral des armements coopératifs, qui est un schéma très classique. L'avantage essentiel du modèle coopératif de l'armement, c'est deux choses. C'est de mutualiser les risques entre plusieurs navires et c'est de permettre l'accession progressive à la propriété pour un jeune pêcheur. C'est le mécanisme qu'a décrit tout à l'heure Lionel Andrès. Et ça, c'est un système, je dirais, classique, qui a fait ses preuves et qui continue à vivre sur une bonne partie de notre littoral, même s'il n'a plus l'importance qu'il a eu autrefois, compte tenu du fait que, évidemment, toute la filière a été fortement impactée par des diminutions considérables de nombre de navires et de nombre de marins embarqués. Et ça, on le sait, c'est malheureusement bien connu. Donc l'armement coopératif reste une solution classique qui permet de mettre le pied à l'étrier pour un jeune. Ça, je crois que c'est important de le dire. Vous avez évidemment également la société de pêche artisanale, qui a été créée au départ, dans les années 97, pour distinguer de manière très claire le patrimoine personnel du marin et son patrimoine d'entreprise, son patrimoine professionnel, pour éviter que quand ça tournait mal sur son bateau, on se retourne contre ses biens propres, ce qui est toujours une tragédie pour une famille. Donc à partir du moment où il passait en société, on distinguait très clairement son patrimoine personnel et son patrimoine social. Ça, c'était l'idée de base de la société de pêche artisanale qui a permis pendant toute une série d'années déjà d'être une première étape. Ce n'était pas suffisant, bien évidemment. Donc on a profité de la loi Croissance Bleue, quand je dis nous, c'est évidemment la coopération maritime en liaison avec le Comité national des pêches, pour modifier ce concept traditionnel de la société de pêche artisanale en lui permettant désormais
d'avoir accès à des sources de financement extérieures. Dans la société de pêche artisanale classique, il fallait que 100%, si vous voulez, du financement soit apporté par le pêcheur. Là, c'était un peu compliqué compte tenu de la valeur des navires. Avec la société de pêche artisanale modernisée, on est maintenant sur un système où le pêcheur, ou les pêcheurs d'ailleurs, peuvent se grouper pour 51% seulement de ce capital initial. 49% pouvant venir en financement extérieur, ce qui est extrêmement important. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage de cette société de pêche artisanale modernisée, c'est qu'elle donne l'accès désormais à des formes de sociétés de capitaux qui n'existaient pas à l'époque où le concept a été lancé. On a notamment la SAS, la Société par action simplifiée, qui est quelque chose de très facile finalement à mettre en place, qui n'existait pas à l'époque du lancement initial de la Société de pêche artisanale, qui existe aujourd'hui et qui est très souvent la forme juridique choisie par les armements en Société de pêche artisanale. Donc ça, c'est les deux avantages. Évidemment, je dirais qu'il y a également un concept mixte entre l'armement coopératif et la société de pêche artisanale qui, aujourd'hui, permet d'aller encore plus loin. C'est l'exemple, par exemple, des montages du style armement normand à Port-en-Bessin. Vous avez une société de pêche artisanale qui se porte copropriétaire avec un armement coopératif d'un navire. Donc ça mutualise le double effet armement coopératif et société de pêche artisanale. Et puis enfin, il y a une dernière série, je dirais, de réflexions qui sont menées, d'ailleurs en liaison très directe avec ce que décrivait Fanny Brivoal tout à l'heure, c'est-à-dire des analyses port par port, ce qu'on appelle l'armement participatif. D'ailleurs, le concept, il est assez simple, il est basique, c'est vous regardez dans un port combien de personnes, de patrons pêcheurs vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années, combien de navires sont concernés, et vous montez un armement participatif pour reprendre ces navires, si les anciens l'acceptent, pour qu'ils soient redonnés à des jeunes. C'est ce qui est en train de se monter, par exemple, à Noirmoutier. Sur le port de Noirmoutier, l'analyse qui a été faite, c'est 5 navires qui vont disparaître dans les 5 ans, avec les départs à la retraite des pêcheurs, des patrons pêcheurs. Ces 5 navires, c'est quand même 40% du quota de sol du port. Donc c'est considérable en termes d'accès à la ressource. Du coup, l'idée est née de se grouper pour, au sein d'un armement participatif, mettre en place le système qui va permettre de transmettre à la fois les droits à produire et les navires sous une forme ou sous une autre à la jeune génération. Donc voilà actuellement, si vous voulez, le panel des dispositifs qui existent. Ce ne sont pas des dispositifs très nouveaux, ce sont plutôt des dispositifs modernisés. D'accord. Juste pour finir, vous parliez également d'enjeux aujourd'hui qui vous paraissent particulièrement pertinents, surtout dans les années à venir. Là, enfin, le Brexit, qui va avoir un impact sur les zones de pêche, et la hausse du carburant. Bon, ce sont vraiment 2 sujets d'actualité, mais ça peut changer un peu la donne. Alors, effectivement, ça c'est, je dirais, les perspectives à court terme. On est bien sur des horizons quasiment immédiats, ou 2020 pour le Brexit, mais ensuite la période qui va suivre, qui est un peu compliquée, même si tous les jours ça change en matière de Brexit. On voit bien qu'aux dernières infos, on essaie d'échanger l'accès à la ressource dans les eaux britanniques contre le système douanier qui va se mettre en place pour traiter l'Irlande dans sa problématique. La pêche est au cœur évidemment de la réflexion du Brexit, mais le Brexit, c'est le problème de l'accès à la ressource. Alors effectivement, en valeur, quasiment l'ensemble du littoral atlantique Manche-Mer du Nord est concerné. Je rappelle les ordres d'idées de grandeur qui ont été évoqués. C'est 40% pour la Bretagne, 40% pour la Normandie, 30% pour le Nord. C'est 18% pour la région Grande Aquitaine et c'est 7% pour les Pays de Loire. Mais c'est une étude qui ne repose sur pas grand-chose. C'est une étude, je dirais, DPMA, Direction des pêches, mais qui ne traite pas des éventuelles problématiques de report de pêcherie d'une zone à l'autre qui vont inévitablement se produire. Donc c'est quelque chose de majeur, le Brexit, en termes d'enjeux immédiats sur les prochaines années. Vous avez 520 navires qui sont impactés directement par le Brexit, et ce ne sont pas les plus petits, puisqu'il faut aller pêcher dans les eaux britanniques. Sur ces 520 navires, vous en avez 160 qui sont impactés entre 20 et 100% de leur chiffre d'affaires. Vous voyez que c'est quand même considérable. Donc, premier je dirais, contexte immédiat un peu difficile. Deuxième affaire de contexte immédiat dont l'inquiétude croît de jour en jour, c'est la remontée des cours du gazole, puisque vous le savez, aujourd'hui le gazole pêche, même s'il a un statut particulier, il est à 60 centimes du litre en moyenne sur l'ensemble du littoral. Il était à 38 centimes il y a 2 ans en moyenne sur l'ensemble du littoral. Donc il y a une montée considérable qui se traduit par un impact fort sur l'excédent brut d'exploitation des différents navires. Jusqu'à 20 mètres, vous avez un impact de moins 20%
sur l'excédent brut d'exploitation, et au plus de 20 à 25 mètres, vous avez 40%. Et ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué à gérer, on sait que ça ne va sans doute pas s'arrêter là, et qu'on peut encore monter. Et si on passe à 80 centimes du litre de gazole, on va être à 40% d'impact sur le BE pour les moins de 20 mètres, et 80% sur les 20 à 24 mètres, qui sont le cœur de la pêche en termes de volume et de valeur. Donc il y a vraiment deux enjeux importants. D'accord. Bon, ce sera des notions à regarder de près. Et on finit avec Alain Dréano, secrétaire général donc, de CRC Bretagne Sud, qui va nous faire un petit point sur les structures juridiques et les nouvelles formes de transmission. Alors, les formes juridiques, ce qui a été dit tout à l'heure sur les sociétés artisanales à la pêche, globalement, on a la même contrainte chez nous. Mais avant de développer ce point, je voudrais insister sur le fait que le statut juridique d'une entreprise, ce n'est que l'emballage d'un projet. Il faut d'abord être bien au clair sur le projet que l'on doit emballer. Si la boîte dans laquelle on doit mettre le projet est trop grande ou trop petite, ça ne va pas le faire. Il faut donc trouver l'emballage juridique qui va bien au regard du projet que l'on veut porter. Alors les formes juridiques, sur des formes traditionnelles d'entreprises individuelles, et pour nous, sur les formes sociétaires, c'est principalement des sociétés civiles agricoles, puisque nous sommes une profession agricole, et on va trouver les EARL, SCEA, donc Sociétés civiles d'exploitation agricole, aquacole, ou les SARL ou SAS à objet agricole. Par ailleurs, on peut avoir aussi des groupements d'entreprises, les GAEC, purement agricoles, groupements d'exploitation en commun, les GIE, les COP. Dans tous les cas, les statuts de ces personnes morales doivent faire l'objet d'un agrément par les affaires maritimes, par la DML. Pourquoi ? Puisque pour que des concessions puissent être exploitées par une personne morale, il faut que la majorité des gérants aient la capacité professionnelle, la fameuse capacité professionnelle dont je parlais tout à l'heure en tant que concessionnaire, et que la majorité du capital soit détenue par des gens qui ont la capacité professionnelle. Ce qui veut dire, en gros, les 51% dont on parlait tout à l'heure pour les sociétés de pêche, la logique est à peu près la même. Pour autant, ça veut dire qu'on peut avoir des gens qui sont seulement porteurs de parts, mais si on est deux dans une société, la majorité à deux, c'est qu'il faut que les deux soient exploitants, soit aient la capacité professionnelle. On commence à avoir des apporteurs, des porteurs seulement de capitaux, dès lors qu'on est au moins 3. Ce qui change un peu la donne. Alors, dans les projets de forme juridique, évidemment, on a un certain nombre d'opportunités, quelquefois, que l'on entend par des porteurs de projets, des opportunités fiscales, de sécurisation de l'accès au domaine public maritime, voire des aspects patrimoniaux, transmission familiale, hein, c'est pour faire un peu court. Alors, au-delà de ça, le choix de la forme juridique dépend avant tout de la structure du projet que l'on veut porter et aussi du mode de gouvernance que l'on envisage. Combien y aura-t-il de dirigeants dans l'entreprise? Qui aura le pouvoir? Alors, au-delà du pouvoir financier, des porteurs des parts, mais qui, au plan technique, va piloter? Dans quelles conditions? Qui va être représentant légal et dans quelles conditions? Et on voit bien que si on a des apporteurs de capitaux d'un côté qui sont en nombre juste inférieur à 50% et qui ne peuvent pas être gérants au sens administratif du terme, puisque la société de production doit être agréée et détenue par des gens qui ont les capacités professionnelles, comment on va garantir la représentation des formes de pouvoir et de portage de capital dans une société sous cette forme-là. Donc la gouvernance est importante. Ensuite, le mode de financement que l'on envisage, la part d'autofinancement. Évidemment, les financeurs qui sont ici, les banquiers qui sont ici dans la salle, savent bien que plus il y a d'autofinancement, mieux c'est, d'autant plus dans le contexte d'aujourd'hui. Mais quand les jeunes qui sont ici potentiellement porteurs d'une envie de s'installer, qui arrivent avec leur bonne volonté, leur diplôme et une valise quasi vide, c'est pas facile pour s'installer, évidemment. Donc la part d'autofinancement est intéressante. Alors, on peut y
pallier par les apports de capitaux sous une forme sociétaire. Oui, avec les limites que j'évoquais tout à l'heure, et on voit aussi des apports en compte courant, c'est-à-dire les associés qui font un prêt à la société, à manipuler avec beaucoup de précautions. Ce sont des bombes à retardement. Quand l'associé porteur de ces comptes courants désire se retirer, y compris quand c'est les parents qui ont envie de partir à la retraite. Imaginons un jeune qui s'est installé, qui a repris une valeur, qui s'est endetté à valeur 100. Les parents ont laissé 100 comptes courants dans l'entreprise pour pouvoir faciliter l'installation. Et 2 ans après, les parents désirent se retirer et retirer donc les droits qu'ils ont dans la société. Ils n'ont plus que 10% des parts de capital, très bien. Sauf que s'ils ont encore 100 en compte courant, ça veut dire que le jeune, il remet encore 100 sur la table, s'il peut. Donc c'est des vraies bombes à retardement que cet aspect des comptes courants. Après, il y a les prêts bancaires, mais on sait tous quelles sont les règles en matière de prêts bancaires, et voir des crédits vendeurs qui ne sont pas mieux que les comptes courants si c'est mal géré. Et on voit bien qu'après, ça renvoie à la notion de responsabilité que l'on veut ou que l'on peut avoir dans l'entreprise. Le porteur de projet, quelle responsabilité il est prêt à assumer en tant que responsable d'entreprise. Et même si, on l'a dit tout à l'heure, la séparation du patrimoine privé du patrimoine professionnel est une nécessité, lorsque l'on fait financer son entreprise par du prêt bancaire et que derrière on a une caution personnelle, l'engagement est total. Et moi j'ai vu un cas d'un couple marié sous la séparation de biens, madame avait cautionné, c'est pas mieux. Donc il y a ce type de précaution à avoir, donc au niveau de responsabilité que l'on est prêt à assumer ou à pouvoir assumer. Et enfin, il y a la notion de statut social, quelquefois ça peut être un élément important à intégrer dans la forme sociétaire que l'on choisit. Quel statut social ou quel statut fiscal on retient? Est-ce que l'on veut être seulement associé exploitant? À ce moment-là, on est imposé sur les bénéfices agricoles, ou l'impôt sur les sociétés, et ou salarié, puisqu'on peut être aussi salarié de sa propre entreprise, et là c'est un autre choix et d'autres charges. Donc on voit bien que le choix d'une personne morale quelconque, d'une part c'est lié au projet, mais lié aussi à un projet de vie et à un projet plus large qui renvoie à un certain nombre de choix et de responsabilités que l'on est prêt à assumer ou pas. Il y a effectivement des modalités nouvelles de transmission. On l'a évoqué tout à l'heure avec le répertoire départ-installation. Le réseau comité national et des comités régionaux permettent d'alimenter ou de nourrir cette information-là, notamment quand c'est après relayé à l'échelon de chaque CRC par un point info et un point d'accueil, ça permet d'y répondre. Il y a un autre point sur lequel qu'il ne faut pas ignorer, c'est la notion de reprise progressive. On a évoqué tout à l'heure des personnes qui sont salariées quelquefois d'entreprises et qui envisagent de la reprise de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. On peut envisager des formules de reprise progressive tout en étant salarié de l'entreprise. Alors il faut que déjà le projet soit un peu stabilisé et bien construit et avec une perspective de réalisation au final quasi bouclée. Mais c'est un bon format qui permet d'articuler salariat, formation, construction du projet, voire même déjà être porteur de quelque part dans l'entreprise et progressivement de reprendre d'ailleurs des parts dans une société qui existe ou à créer. Après, on a un dernier aspect qui tend à se développer, en tout cas chez nous, puisque une des problématiques que l'on a la plus forte en Bretagne, c'est l'accès au foncier. Et quand je dis l'accès au foncier, c'est tant l'accès au foncier maritime qu'au foncier privé. Et pour simple raison, pour la partie privée, c'est que le domaine privé en zone littorale fait l'objet de spéculations quand même énormes, et que lorsque l'on est cédant entre une valeur professionnelle 100 et une valeur immobilière 1000, quand on est vendeur, ça aide à réfléchir.
Et donc, pour limiter cette pression-là, on a été amené à solliciter l'intervention de la SAFER sur les espaces privés. Alors SAFER, c'est une société agricole qui permet de gérer du foncier agricole et de préserver la vocation agricole. Et comme nous sommes des entreprises agricoles, donc sur la partie privée, on peut la faire intervenir. Et on s'aperçoit qu'un bien, exemple dans le golfe du Morbihan, un bien dont les cohéritiers envisageaient de valoriser de l'ordre d'1 million d'euros un ensemble privé, sans parler du domaine public maritime, l'intervention de la SAFER a permis d'installer quelqu'un sur une valeur de 400 000 euros. Et là, à 400 000 euros, la personne qui reprenait pouvait amortir l'investissement. Parce que la vraie valeur d'une entreprise, elle est quand même la capacité de l'entreprise à payer les emprunts qui servent à la financer. Si on ne peut pas rembourser les emprunts, c'est que c'est acheté trop cher. Enfin, c'est un peu lapidaire, mais c'est quand même ça un peu la règle du jeu. Donc l'intervention de la SAFER permet effectivement SAFER devient propriétaire et on peut essayer de trouver quelqu'un à mettre en place sur cette entreprise-là. Se pose après la question de l'accès aux fonciers de production et donc du domaine public maritime. Et comme on est dans des champs réglementaires différents entre le domaine public maritime d'un côté et le domaine privé de l'autre, on a développé en lien avec l'État une notion d'unité fonctionnelle qui permet où on tend vers rendre une gestion, on va dire, coordonnée de ces deux espaces-là, entre le domaine privé qui peut être repris par une SAFER et, dans certains cas, le CRC qui pourrait se porter acquéreur, entre guillemets, qui pourrait devenir concessionnaire de la partie du domaine public maritime pour constituer des réserves foncières pour garder l'unité fonctionnelle d'exploitation. Et à ce moment-là, on arrive à une notion assez proche de ce que l'on avait tout à l'heure, d'une part de réserves foncières privées et publiques qui sont pour nous indissociables dans notre mode de gestion en Bretagne, et dans la mesure où le domaine privé est géré par la SAFER, via des conventions, notamment avec la région Bretagne, on a un portage qui peut être fait en lien avec la région Bretagne par la SAFER, et on peut envisager, selon certaines modalités, que la SAFER mette le bien en location et les loyers versés puissent constituer un apport d'un achat à venir. Donc ça, c'est quelque chose qui est en construction. C'est pas simple et ça renvoie avant tout à une volonté politique forte des élus de la profession que de porter une telle stratégie, puisqu'on voit bien qu'il y a des enjeux quand même forts à l'échelle individuelle. Et il faut réussir à vendre l'intérêt général d'abord. Très bien. Merci, Monsieur Dreano. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, vous êtes Monique. Oui, juste, je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par RDI et REC. Oui, pardon. Alors, le REC, c'est Registre des entreprises conchilicoles. C'est une obligation réglementaire qui est faite au niveau du Comité national Comité national de la conchiliculture qui doit tenir un tel registre. Et le RDI, c'est Répertoire départ installation, qui est une déclinaison à l'échelon des CRC de tenir ou d'alimenter un répertoire départ installation, c'est-à-dire identifier les cédants, identifier les repreneurs potentiels et d'articuler au travers des points info la mise en relation et l'aboutissement des projets. Benoît Biteau. Oui, juste un complément de solution. C'est normal que la Bretagne n'en parle pas, puisque vous n'avez pas de conservatoire d'espace naturel en Bretagne. C'est une des régions qui n'a pas su se doter encore de cet outil-là. Mais on peut aussi imaginer du portage de foncier par des structures qui ont des vocations conservatoires, mais qui sont parfaitement compatibles avec des activités ostréicoles, comme le Conservatoire du Littoral, qui souvent d'ailleurs confie la gestion à un conservatoire d'espace naturel, ou le Conservatoire d'espace naturel lui-même. Et donc j'apporte ce complément d'information, puisque
alors je le fais en tant que président du Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes, dans la majorité des acquisitions, soit par le Conservatoire du littoral, soit par le Conservatoire d'espaces naturels, on confie le bien à des professionnels. Dans 99,9%, l'interlocuteur du gestionnaire, c'est ou un agriculteur ou un ostréiculteur sur le domaine maritime ou littoral. Et donc voilà, ça peut être aussi un pourvoyeur de foncier, une solution en cas d'installation où le foncier peut être un obstacle pour le candidat à l'installation, de trouver ce porteur de fonds, ce porteur de foncier qui peut mettre à disposition des outils de travail pertinents au moment de l'installation. Donc voilà, c'était pour compléter votre regard sur le foncier. C'est normal en Bretagne, je vous dis, ce dispositif n'existe pas puisqu'il n'y a pas de conservatoire d'espace naturel en Bretagne. Nous avons, par le Conservatoire du littoral, nous avons 2 cas comme ça, en tout cas en Bretagne Sud, effectivement, où sont des professionnels sont locataires du Conservatoire du littoral.